Oui. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Ooh, oh. Madinina, oi, oi, oi. Pays la joie, oi, oi, oi. Écoute ça, oi, oi, oi. Ladies in action, en Kaila. Yeah. Quand compétit, oi, oi, oi. C'est un seul famille, oi, oi, oi. Bonjour, bienvenue dans C'est à nous, mais c'est pas comme ça qu'a fait. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous retrouvent le vendredi. Bonjour à la Guadeloupe, bonjour à la Guyane, bonjour à Paris, bonjour à tous ceux qui nous regardent et tous ceux qui nous découvrent. Alors aujourd'hui, la chaud. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité, de être Charlie, pas être Charlie, qui est Charlie Hebdo, qu'est-ce qui soulève les passions, les envies de meurtre, les appels à la haine. On verra tout ça avec des spécialistes. Et puis on va parler d'amour. On va parler d'amour, on va parler de belleté, on va parler d'écriture, on va parler de poésie avec Nicole Cage. Bonjour Nicole. Bonjour Guylaine, bonjour aux téléspectateurs. Nicole Cage-Florentini. Alors Nicole, dis-nous qui tu es et pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'on est de par le monde. C'est simplement que je ne m'étais pas préparée à parler de moi, de qui je suis. Voilà, je suis Nicole Cage, je suis écrivaine martiniquaise, j'écris de la poésie, des romans, des contes pour enfants, du théâtre, des nouvelles, voilà. Et là, je viens présenter ce recueil de nouvelles. Entre ces îles et moi. Oui, que je vais présenter ce soir à la bibliothèque municipale de la ville de Schœlcher. Donc, à la bibliothèque municipale de la ville de Schœlcher, ils pourront retrouver à 19h. Entre ces îles et moi. Donc, c'est ton premier recueil de poèmes, ton premier recueil de nouvelles. C'est mon premier recueil de nouvelles publiées. J'ai des nouvelles qui sont publiées dans des anthologies, mais c'est la première compilation de... Alors, tu as eu de nombreux prix. Tu as même été, des prix caribéens, des prix... Oui, prix Casa de las Américas à Cuba, oui, par exemple. Ghislaine est impressionnée. Je découvre. J'en suis ravie. Il faudrait ajouter qu'elle a été traduite dans plusieurs langues. Oui. Bon, alors, donc j'aurais dû demander à quelqu'un d'autre de te présenter. Voilà. Tu sais pourquoi je ne présente pas? Parce que souvent, je dis, et puis me dit non, c'est pas ça. Ah, et donc, tu prends tes précautions. Je prends mes précautions. Donc voilà, Daniel Boukman, qu'on ne présente plus, le maître-pièce. Non, le maître-pièce rien, maître-pièce moi-même. Maître-pièce vous-même. Oui. Donc Daniel Boukman, tu es écrivain, homme de théâtre, militant culturel. Présente-nous Nicole Cage. Eh bien, Nicole Cage, j'ai fait partie de ces quelques écrivaines de talent. Il y en a beaucoup, mais il y en a dont il faut parler pour la qualité de ce qu'ils écrivent. Et c'est le cas de Nicole Cage, qui aussi manie plusieurs langues, si je ne me trompe, le créole, le français, voire l'espagnol. Ouais. Donc c'est un peu l'anticipation de ce que l'on souhaite de mieux pour la Martinique dans son évolution. Pour la Caraïbe. Une ouverture. Une ouverture sur la Caraïbe. Et puis aussi, ce qui me plaît en elle, c'est que c'est une femme engagée. Pas engagée. Engagée, t'as volé? Mais non. C'est pas en soucouniant. Non. D'ailleurs, le mot engagé, j'enlève, parce que tout écrivain est engagé. Et il y a différentes façons de s'engager. Et ne pas s'engager lorsqu'il faudrait s'engager, c'est la pire des engagements. Non, je veux dire que c'est une femme qui est debout derrière ce qu'elle fait, qui a du caractère, qui a du talent, et qu'il faut connaître, qu'il faut lire, et qu'il faut donc apprécier et lire avec un œil critique, qu'il est souvent de la plus grande des sympathies, parce que ce qu'elle écrit est bien écrit et est du bon écrit. Bon, très bien, tu vois. Je ne savais pas que j'allais prendre tout ça aujourd'hui. Bon. Non, mais je le pense. J'allais recevoir tout ça. Non, mais je le pense, je le dis comme je le pense. Merci. Et alors, et tu as oublié de dire qu'elle chante aussi, qu'elle fait du slam aussi, et qu'elle est sur scène. Oui, ça m'arrive de faire des récitals de paroles avec musique, que j'appelle ça, avec des compagnons musiciens, j'ai envie de dire, qui cheminent avec moi depuis quelques années déjà. Et une autre corde à son arc, c'est qu'elle anime des ateliers d'écriture. Très bien. Dans les écoles? Dans les écoles, dans les bibliothèques, à l'étranger. Il y a quelques années de cela, je suis partie au Venezuela, animer des ateliers d'écriture dans les campagnes vénézuéliennes pour des animateurs culturels, pour leur apprendre justement à apprendre
aux paysans, aux pêcheurs, à écrire ce qu'ils avaient en eux. Donc c'est un engagement. C'est le bagage je ne savais pas ça, mais alors le grand reproche que je lui ferais, c'est d'être trop modeste. Parce que quand tu as une palette d'activités militante au sens positif du terme, il serait heureux, peut-être que c'est un journaliste, c'est l'occasion de faire connaître qui est Nicole Garcia. Mais elle est venue nous en parler, elle est venue quand elle a eu le prix Del Américas, Casa de las Américas. Vas-y. Casa de las Américas. Elle est venue nous en parler, et c'est comme ça que je le sais. Très bien. Bon, alors présente-nous Daniel Boukman. Qui est Daniel Boukman? Qui est Daniel Boukman? Ça qui est un mystère pour beaucoup. Que tout le monde aime en plus. Les Martiniquais t'aiment beaucoup, tu sais les ça, Martiniquais l'aiment. Certains le redoutent. J'ai quelques amis et beaucoup d'ennemis, mais ça m'arrange. Certains le redoutent. Non, mais beaucoup, mon papa t'aime. Il y a beaucoup de Martiniquais. Que d'amour. À un moment, on a tellement besoin d'amour. Non, mais je me présenterai moi-même, si tu permets. Mais attends, laisse Nicole te présenter qu'on voit. Allez, Nicole, dis-nous qui est Daniel Boukman. Je ne peux pas dire qui est Daniel Boukman, je peux dire comment comment je perçois Daniel Boukman. C'est un militant. C'est d'abord ça, c'est d'abord ce que j'ai connu de lui. Ensuite, j'ai connu le poète. Celui qui, notamment à l'initiative du prix Calbas-Lol à Caraïbes, militant de la poésie en langue créole. Comment on dit ça? Un rouspéteur. Il dit oui, et là il est très content, il dit oui. Attends, on nous dit plus qu'un rouspéteur. En créole, c'est qui ça? Non, un rouspéteur, non, c'est-à-dire quelqu'un que quand il y a des saloperies qui se passent dans ce pays, le nôtre et à l'extérieur, oui, je rouspète au sens positif du terme. J'exerce mon droit de critique. D'accord. C'est pas critique aïrée, c'est pas cancan, c'est pas macrélage. Non, c'est ce qu'il manque souvent dans notre pays, c'est-à-dire lorsqu'on a un produit artistique, un produit commercial, en faire de la critique. Voir ce qu'il y a de bon, voir de ce qu'il y a de moins bon. Et ensuite, donner son point de vue, échanger avec d'autres. Je pense que c'est très important aujourd'hui et demain surtout. Bon, alors tu es aussi homme de théâtre? J'ai écrit des pièces de théâtre. Non, pas metteur en scène. Tu as écrit des pièces de théâtre et tu avais écrit une pièce de théâtre que j'avais beaucoup aimée. À Goulouland. À Goulouland. Oui. À Goulouland, c'est-à-dire que nous avons mangé en pays, nous avons mangé, et c'était il y a au moins 10 ans que et nous adorons. Et c'est une occasion de rendre hommage à quelqu'un qui nous a quittés trop tôt, c'est Bérard Bourdon, qui était le maître-pièce, le potomitan de Pouchi Ipa Théâtre. Et c'est dommage, il nous a quittés, mais ce sont les meilleurs qui s'en vont. Tout à fait. Merci Daniel. Et tu voulais rajouter quelque chose à ta présentation? Non, simplement... que tu donnes des cours de créole, oui, que tu enseignes des ateliers du créole. Je fais des émissions sur une... Pas nommer nous maintenant, pas nommer nous maintenant. Et puis, non, pour terminer, pour clore ma présentation, je n'ai pas écrit de roman. Je ne sais pas comment on écrit un roman. Mais j'ai envie d'écrire un seul roman. J'ai le titre déjà. C'est le vieillard qui tendait la main au jeune homme qu'il était. Waouh, c'est poétique ça. C'est prometteur. C'est prometteur. Oui, mais ça c'est la tête d'un... Mais ensuite il faut nouer, mais ça viendra. Mais tout le monde va te donner elle va te montrer comment on écrit des romans. Voilà. On écrit des romans, il y a une technique, mais il y a surtout là, ça te vient de... Ça monte et quand il faut vomir la chose, oui. Et ça viendra, j'espère. Mais oui, ça viendra. Donc tu viendras nous présenter ça. Ok. Et alors moi, je vous présente Ghislaine Guy, qui est avec nous cet après-midi, qui est avocate. Je la présente? Bah, présente-la. Vas-y. Non, je ne la connais pas. Non, mais c'est une avocate qui doit être très efficace, qui connaît son code civil, comment Non. De A à Z. Oh. Et le petit reproche, on a discuté hors antenne, le petit accrochage, c'est qu'elle a une conception de la loi qu'elle transforme presque en un objet sacré. Ah non, absolument pas. Absolument pas. Il n'y a aucune sacralisation de la loi. C'est simplement une donnée technique, juridique. Évidemment, en tant que juriste, je n'ai pas la même perception. Je suis dans le côté technique.
Mais est-ce que 24 heures sur 24, tu es, je me permets de te... Oui, on se tutoie. Tu es comme tu es ce que tu viens de dire. Non, 24 heures sur 24. non, heureusement, mon Dieu, heureusement. Derrière la profession, il y a toujours l'être humain. Et c'est l'être humain qui, après, comme on dit, est supérieur à la profession, au professionnel. Pour moi. Bon, donc je ne peux pas 24 heures sur 24, heureusement, mon Dieu, être dans le juridique et être professionnel. Je disais ça parce que c'est presque un engrenage, c'est une déformation professionnelle. On ne peut pas, obligatoirement il y aura une empreinte. Comme tout métier, quand on le fait et on l'aime, obligatoirement on est imprégné, on ne peut pas s'en défaire. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui disent « Ah, c'est pas étonnant, tu es avocate », ce qui n'est pas toujours une évidence. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un rapprochement, tel que peut-être un écrivain, un acteur, etc., qui, dans son rôle de tous les jours, aura peut-être aussi une part de rôle d'acteur. Bon, ok. Mais en autre fois, c'est une personne très sympathique et très drôle. Merci, et qui aime beaucoup la culture, qui va voir les pièces de théâtre, aux expositions, qui achète de l'art, qui est engagée aussi. Elle va acheter le livre de... Mais tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors après, on va parler de l'actualité, hein, puisque aujourd'hui, l'actualité, c'est Charlie Hebdo, c'est ce journal-là que j'ai, que beaucoup n'ont pas, que Yogou et Martinique aussi Kouteni. Et pourquoi tu fais cette tête-là? Ou pas envie de... Non, on va en reparler. On va en reparler. Alors, on va en reparler. Pourquoi j'ai choisi d'en parler? Puisque, bon, dans cette émission sociétale, c'est à nous, mais c'est pas comme ça qu'a fait. Ça veut dire que c'est pas évident. Et nous, quand il décalé bagaille là, pour savoir comment il a fait. Décalé crabe là. Décalé crabe là, pour expliquer comment il est. Alors, premier décalé, c'est que ma petite fille Alicia, qui est à Paris, je lui envoie tous les mercredis pour qu'elle reste connectée à son pays, même si Yokadi ne sait pas en pays, le France-Antilles junior pour 8 et 14 ans. Et dans le France-Antilles, ils expliquent qu'est-ce qui s'est passé. Son métier, faire des dessins à la fois drôles et sérieux. C'est ça le France-Antilles junior pour les gens qui le connaissent ou ne le connaissent pas. Et puis je lis que 5 dessinateurs de presse du journal Charlie Hebdo ont été tués mercredi à Paris. Ils avaient fait des dessins concernant l'islam, une religion, et ils ont été assassinés juste à cause de cela. Donc, maître, est-ce que c'est pas simpliste comme présentation et qu'on ouvre, on voit les policiers, le relais dans la rue, on voit l'image de Charlot, non, c'est machin Mitterrand, comment il s'appelle notre président? Ben, je crois que c'est Hollande. Hollande, oui. Hollande, on voit Hollande désigné en clown, prêt à rire un an de plus. Et puis les 5 journalistes qui ont été assassinés, les 5 dessinateurs avec Tinous, Cabu, Wolinski, Charb et Honoré, et à qui on présente quand même à la famille nos meilleures condoléances quand même. Parce que... Absolument, mais justement, pour revenir à la lecture, à déchiffrage, décodage de ce que tu viens de dire, non, l'autre à l'intérieur, il semble, lorsqu'on montre ces victimes de cet assassinat que l'on ne peut pas, qu'on ne peut que condamner, il y a une couverture de Charlie Hebdo, mais ce n'est pas celle qui a été la cause ou le prétexte de leur assassinat, puisque logiquement, elle devrait mettre pour la une de Charlie Hebdo de cette semaine. Or, elle met une autre, enfin, le journal, mais une autre, on a l'impression qu'ils ont été tués, injustement tués, à cause de ce numéro. Oui, surtout qu'après, avec d'autres dessinateurs qui leur rendent hommage, Berthe, Bridoulot, François Gabour et Yacine, tuer des gens qui nous font rire, il n'y a rien qui me fasse autant pleurer. Alors, des fleurs, et les 2 crayons, le sang ne se gomme pas, je décime. Et c'est la seule arme qu'utilisait Charles pour combattre ceux qui l'ont tué en lui tirant dessus. Si cela peut consoler les héros, les BD ne mourront jamais. Mais c'est assez simpliste quand même. Il faut quand même aussi relativiser. C'est un France-Antilles qui est destiné à un public junior. Il ne s'agit pas de faire une analyse des faits, d'une lien de causalité entre le dessin, entre les actes et le contexte. Ça s'inscrit dans un environnement. Donc, obligatoirement, c'est la presse médiatique. Il faut faire court, il faut faire du bref, quelque chose qui attire, qui ait un impact. Donc, on va être réducteur. Ah oui, mais on peut dire quand même que l'islam, une religion, c'est pas l'islam, ce sont des intégristes qui l'ont tué. C'est pas les gens
c'est pas l'islam. Là, elle dit, ils avaient fait des dessins concernant l'islam, une religion, et ils ont été assassinés juste à cause de cela. Déjà, les dessins ne sont pas contre l'islam. Déjà, bien évidemment qu'il y a enfin, je ne vais pas dire le mot, c'est vrai que c'est réducteur. Ce n'est pas des dessins contre l'islam, c'est une satire, c'est une provocation humoristique. Maintenant, effectivement, le but de ces dessins n'était pas contre l'islam. Ah bon? Objection, c'est une façon... Non, bon, alors voilà, alors voilà pourquoi j'expliquais. On va voir tout à l'heure Charlie, tout ça. Et puis, on revient... On va commencer par de l'amour et tout. Et puis les téléspectateurs pourront participer puisque on est en direct et qu'ils peuvent vous poser des questions. Et il y a même le professeur GL qui doit nous rejoindre tout à l'heure, un psychiatre pour nous expliquer comment on part dans des dérives pareilles. Nicole, s'il te plaît, entre ces îles et moi, vas-y, lis-nous à travers le hublot comment ça se passe. Mais je voudrais lui poser la question, pourquoi de ce titre? Entre ces îles et moi, parce que être caribéenne, pour moi, c'est quelque chose, ça n'est pas que des mots, ça n'est pas que des 20 mots. Et donc j'ai écrit une série de textes sur le fait d'être de la Caraïbe, d'être une fille des îles de la Caraïbe. Et entre ces îles et moi, c'est cette histoire d'amour, c'est ce chant d'amour entre les îles de la Caraïbe. Alors là, je parle d'Haïti essentiellement, de la Guadeloupe et de la Martinique, mais ça aurait pu être n'importe quelle autre île de la Caraïbe. J'apprécie dans ta parole un mot, Caraïbe, parce qu'on a trop tendance... Ils ont trop tendance, et nous avons trop tendance de parler des Antilles, et à ce moment-là, on ne pense qu'à Martinique-Guadeloupe. Alors que la Caraïbe, c'est de Cuba à Trinidad, en passant, et sans oublier le continent. Donc c'est heureux, la notion, le concept de Caraïbe, et non pas de Antilles, qui est faussé, parce qu'on y pense, et ça nous vient de France, hein, c'est Martinique-Guadeloupe. C'est un natalisme... Alors la première nouvelle, qui s'intitule Entre îles, en fait c'est une nouvelle que j'ai écrite, celle-là, sur commande. Il y avait un projet du gouvernement des îles Canaries et du gouvernement espagnol sur justement l'insularité. Donc on avait demandé à un certain nombre d'écrivains. Donc chaque secteur avait un écrivain, dont je ne sais pas comment ça se fait. Pour la Martinique, j'avais été choisie pour ce projet-là et on devait travailler en tandem, un écrivain et un plasticien. Donc l'écrivain choisissait le plasticien, donc j'avais choisi Hervé Beuze. Et donc ce texte, Entre ces îles et moi, a été publié dans le cadre de cette collection qui a été ensuite présentée chez Clément et qui est présente dans les archives de la Fondation. Voilà. À travers le hublot, elle embrassait la grande île, grande car si petite la sienne, d'un regard mouillé. Mon grand papillon, mes grandes et basses terres, me revoici. Comme aux heures antiques de trop grosses douleurs, d'immenses latitudes, s'échapper, s'enfuir vent d'envoile, vers l'île, son papillon, la Carouquera que chantait Woolsey avec si tant de douceur. Pas seulement belle île en mer, mais toutes îles, la grande, la colonisatrice, étendant ses larges ailes sur ses bouts d'ailes, ses bouts d'îles, tentant d'exister hors son joug, si doux, si chaud son joug, de désir en rade, de Marie trop galante, de saints en quête de leur paradis perdu, Barthélemy, Martin et leurs consorts, et ces saintes blêmes et hypocrites, brandissant l'ostracisme comme fierté, toutes elles, ces îles, en mer rougie, sang d'un passé, jamais recomposé. Toutes ces îles douleurs, la sienne, native natale, les siennes adoptées, éternelle bâtarde. Incurable douleur, et non, le zouk n'était pas le seul médicament. Coquet, footballé, milanais, mal parlé, non plus les seuls médicaments. Boire, manger, temps, bauder, vriller, monter, et rire gras, non plus les seules médecines pour âme en dérédiction. Pas seulement, mais aussi. Mais encore,
force de l'autodérision, rire du pendu qui à 2 doigts de la mort se moque de lui-même, et de ce rire crucifixion, faire jaillir l'étincelle de la création, de la créativité, dans le feu du rire et le sel de la douleur, mettre bas. Mais pourquoi ne dirait-on pas mettre haut, au firmament de la naissance, de haute lutte, des Ignace, d'Elgrès et Solitude, des Lumina, des Telga, des Césaire, Suzanne et Aimé, des Ménil, des Nardal, des Glissant, des Schwarzbart, des Condé, des Thiémil, des Lancry, des Copettes, des Guédon, des Mona, des Cultiers, des Gabriel à la Léona, des Rosines, et encore ensorcelées, envoûtées, charmeuses de serpents, des Bretons, des Hearn, des Etchart, des Perses, des Gauguins, et encore, et encore. Bravo. Premier extrait. C'est dit, non seulement dans la littérature, il y a le fond et la forme, bien encore que ça coïncide, mais là au niveau même de l'écriture, il y a toujours un passage en particulier où on a l'impression d'écouter le vent, les alizés et les vagues. Alors c'est la question que je te pose, je suppose que c'est une volonté stylistique de... Oui, c'est tu étais sur un bateau quand tu as écrit ça, tu voguais. J'étais en avion. Oui, c'est ce que je pensais. J'étais en avion, mais c'est vrai que le rythme si tant est qu'on puisse parler de sa propre écriture, hein, mais en tout cas le rythme est toujours un élément essentiel de mon écriture. Et je me souviens qu'Édouard Glissant, à la lecture d'un de mes textes, disait qu'il y avait un souffle qui procédait du halètement. Et c'est un peu ça, c'est vraiment... c'est pas seulement le halètement de la douleur, c'est le halètement de la colère, du plaisir aussi, de la vie tout simplement. Mais juste une dernière question concernant le style. Est-ce que, quand tu écris, est-ce qu'un mot entraîne, dans sa sonorité, entraîne un autre mot? Absolument. Oui, oui. Oui, nous parlons le même langage. Ghislaine, est-ce que tu veux? C'est très intéressant. Le rythme, effectivement, on l'entend, il y a une vibration. Voilà. Déjà, le fait que vous lisez votre texte, vous le connaissez, mais donc la voix, vous le connaissez, la voix vibre, mais je le lisais aussi. Et effectivement, la façon dont les mots s'imbriquent, et c'est comme si les mots couraient l'un après l'autre. Et ça fait effectivement un ensemble très harmonieux, plein d'émotions. Et je suis ravie. Merci Guylaine. Merci, parce que je ne connaissais pas du tout Madame Cage. Et tu connaissais pas Daniel Boukman? Non, de nom. Je crois que ça y est maintenant. Non, mais j'espère que je n'ai jamais affaire à elle pour me défendre quand je serai hors la loi. Pourquoi? Pour vous défendre? Mais si, il vaut mieux. Bon, d'accord. Pour vous défendre, alors j'ai déjà l'avocat. Mais non, il vaut mieux. Pour vous défendre. Oui. Quand je dis hors la loi, je n'ai pas dit un hors la loi, j'ai dit hors, en dehors de... Mais non, il vaut mieux que je sois votre avocat pour vous défendre. Il vaut mieux que je ne sois pas en face de vous. Ça revient cher de... Nous en parlerons ailleurs. Là, n'est pas le propos. En tout cas, c'est vrai que je suis ravie. C'est très chatoyant. Les mots sont chatoyants, très imagés. C'est coloré. C'est un petit peu surprenant de parler de ça, de texte, de mots. Mais effectivement, c'est très coloré. C'est fourni. Bon, j'ai hâte de lire la suite. Mais elle va nous lire la suite, de lire d'autres. Puisqu'il est disponible, hein. Il est disponible, et puis dans les bonnes pharmacies. Et chaque nouvelle correspond à une île ou plusieurs, ou c'est d'abord... Il y en a deux qui sont consacrés essentiellement à Haïti. Ouais, que vous connaissez. C'est un pays, oui, qui a une grosse place dans mon cœur. Et pourquoi il a une grosse place dans ton cœur? Eh bien, d'abord parce que j'ai commencé très tôt à militer. Et donc au sein de cette organisation, j'ai commencé à Jeunesse d'Avant-Garde et il y avait un volet d'engagement caribéen qui était assez important et en particulier sur Haïti. Donc c'est comme ça que j'ai découvert la réalité et c'était en quelle année ça? Il y avait un Haïtien. Tu as commencé j'ai commencé à militer j'avais 17 ans, donc les calculs, je ne sais plus. C'était en 77.
Et il y avait donc un militant haïtien qui malheureusement est parti aujourd'hui, qui s'appelle Max Simon, qui m'a quelque part initiée à Haïti, à la culture haïtienne. Ensuite, dans mes études d'histoire, il y avait une unité de valeur sur la peinture haïtienne, sur le vaudou, etc. Et donc je suis tellement admirative de ce peuple-là, de son courage, de sa force de vie. C'est surtout ça, de sa force de vie. Parce que le courage, tout le monde peut être courageux, tout le monde peut... Mais et l'image que j'ai gardée, justement, parce que je suis allée quelques jours après le séisme en Haïti, avec mon amie Imelda. À qui on fait un coucou. Voilà. Et l'image que je retiens, c'est ça, sur les décombres, sur... des marchandes qui vendaient leurs fruits pleins de couleurs. Elles avaient fait des étals à partir des décombres, quoi, et ça leur servait d'étal. Et elles vendaient les fruits, là, donc il y avait la couleur, il y avait les parfums, et malgré tout, voilà, c'est cette force de vie. C'est vraiment, s'il y avait une image pour symboliser Haïti, et puis ces femmes qui venaient, parce que leurs parents étaient enfouis, donc déposaient une fleur simplement sur un tas de décombres, puisqu'il n'y avait pas de corps, et c'est ça. D'accord, merci. Alors, on va vous expliquer qui est Charlie Hebdo. Donc, c'est d'abord de la satire sans limite, hein, c'est ça leur devise. Et de se moquer de tout, de tous. Ce sont les héritiers de Bête et Méchant, Harakiri. Et en 1969, alors quelle différence selon vous il y a entre satire et humour? Peut-on rire de tout? Qu'est-ce que le rire? Qu'est-ce que se moquer? Ah, vous parlez de bonne dame? Non, je suis galant, mais je peux, non. Tu as dit que tu es galant. Non, bon. Dis-nous, est-ce que c'est un journal que tu avais déjà lu? Est-ce que tu connais? Pour être honnête, je parcourais Charlie Hebdo, ça m'arrivait de lire Charlie Hebdo, de sourire, de rire aux éclats. Et c'est vrai que les dernières années, j'ai arrêté de lire Charlie Hebdo parce que je trouvais qu'il y avait une forme de systématisation. Alors c'est vrai que la satire fait feu de tout bois, mais je trouvais qu'il y avait une espèce d'acharnement sur l'islam, et ça me déplaisait. Et puis la caricature autour de Christiane Taubira aussi m'a un peu... Christiane Taubira leur a rendu un vibrant hommage à Charlie. Oui, non, mais ceci n'empêche pas cela. Écoute, moi, quand j'ai vu les images, j'ai pleuré pendant 3 jours. Je veux dire que c'est quelque chose qui n'aurait jamais dû se produire. Mais, on a quelques images. Donc j'ai simplement répondu à la question, est-ce que je lisais? Donc j'ai lu un moment, j'ai arrêté de lire. Et... Donc, c'est un peu ça, on montre aux téléspectateurs qui n'ont pas vu, des racistes sont des petites bites, justement. Non, voilà, j'ai eu de grands éclats de rire. Voilà les unes. Grâce à Charlie, j'ai envie de dire. Le Pen, Zemmour, 1 million de quoi? De repas. 1 million de repas pour les... de la Palestine, je ne sais pas. Bon. De rabais. Rabais. Ou les méchants. Bon, vas-y, on continue. Ça, voilà, c'est ça. Une belle caricature. Donc voilà. La satire, elle est nécessaire, elle est indispensable dans une société. On a besoin de ça. Pas seulement de rire, mais justement de prendre de la distance par rapport aux événements, aux situations, aux personnes aussi, notamment celles qui nous gouvernent. Voilà, un journal comme Charlie Hebdo, comme Le Canard enchaîné. Comme le Canard enchaîné, etc. Ce sont des journaux dont on a besoin, dont le monde a besoin. Ça, c'est une évidence. La satire, l'humour, c'est indispensable. Et toi, Ghislaine? Je rejoins tout à fait les propos de Nicole. C'est vrai qu'on est dans un monde où, effectivement, tourner en dérision les événements, que ce soit économiques, politiques, sont nécessaires.
Et effectivement, c'est une forme de soupape. L'autodérision est nécessaire. Elle est nécessaire et elle permet aussi de mettre en exergue les éléments négatifs, prégnants, passants de la société. Les dérives aussi, parce que c'est essentiellement ça, politique. C'est ce qu'on a. Les dérives de la politique, c'est le même usage que font les guignols de l'info. Simplement, effectivement, c'est plus soft. Charlie Hebdo est vraiment dans la caricature papier, donc support, qui en plus est figé. Alors que les guignols de l'info, ça passe, voilà, on oublie plus. Alors que là, on a le journal, c'est cadré, déterminé. T'arrêter une seconde. Il y a un téléspectateur qui veut nous dire quelque chose. Allô? 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 Daniel, dis allô, s'il te plaît. Allô? Allô quoi? Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Vous nous appelez d'où? De la Guadeloupe. Merci. Et votre prénom? Il y a une émission que vous faites à la télé actuellement. Hein? Oui. On parle de Charlie Hebdo. Aussi, oui. Oui, mais sur le Facebook de ce matin, oui. il y a une affiche qu'ils ont mis là en disant que les Français sont aussi contre les nègres. Mais c'est vrai. Oui, tout à fait. C'est vrai. Il y a quoi? Il y a une affiche qui dit une de Charlie Hebdo, on voit le pape. Et effectivement, et en gros, les Français aussi contre les nègres, et en bas on voit les nègres, ceux qui manquent voilà. Oui, tout à fait. Bon, je vais l'emmener d'ailleurs. Et ça vous a choqué, monsieur? Oui, parce qu'en disant ça, quand même, tous les Antillais prennent pour Charlie Hebdo, mais en disant que quand même sur Facebook, c'est marqué que les Antillais sont aussi cons. Ça veut dire que les Antillais français. Non, pas les Antillais, les nègres. Les nègres français. Les nègres, tous les nègres. Alors, beaucoup d'Antillais marchent sur l'article que nous sommes Charlie. Je dis que c'est inadmissible. I am not Charlie. Alors, monsieur, oui, mais en fin de compte, ce que Charlie Hebdo dit, il dit que tous ceux qui vénèrent le pape sont des cons. C'est ça qu'il disait. Et que comme les nègres sont connus... référence au fait que l'Église catholique a... Voilà, vas-y. Attendez, monsieur. Bon, je suis ni contre ni pour de bon niveau de l'arrivée. Mais quand même, quand les Français sont aussi contre les nègres, c'est tout quand même, nous sommes quand même des Antillais. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Et si vous regardez la page Facebook, c'est sorti ce matin sur le Facebook. Oui, je vous remercie de votre appel. Restez avec nous. Au revoir, on continue. On va essayer de décaler la bête. Tu disais, Daniel. Nicole, tu disais? Non, c'est en référence. Voilà, c'était en référence à la colonisation, le fusil d'une main et la croix de l'autre. Et que malgré ça, les nègres sont dans la religion voilà, mais je suppose, hein, j'ai vu cette affiche, effectivement. Bon, faut-il... Parce qu'on nous parle souvent qu'on ne regarde des choses qu'au premier degré. Voilà, alors le deuxième degré, c'est ça que Nicole disait. Le premier degré, c'est le monsieur qui dit on montre des nègres qui sont aussi cons que les Français. Et Nicole dit que derrière, ça sous-tend quand même une histoire. Ok. Le propre de bon caricaturiste, c'est effectivement de faire un dessin où il y a différents degrés. Parfois même, il y a comme un immeuble à étage, de l'étage le plus supérieur à la cave. Mais le problème est le suivant. Est-ce qu'il est donné à tout le monde de décrypter le second degré? Ça demande déjà des codes, des références qui permettent effectivement d'en arriver à ce degré caché. Mais le plus souvent, ce qui est perçu, c'est une image subliminale du premier degré. D'accord. Parce que c'est ce qui est recherché aussi. C'est ça qui est recherché. C'est ce qui est recherché au lecteur. Alors dans le lecteur, il y aura des lecteurs plus avertis, comme toujours, on ne pourra pas changer les choses. Un lecteur plus averti qui fera peut-être une analyse plus approfondie, y compris dans la lecture d'ailleurs. Et effectivement, je pense que Charlie Hebdo avait aussi une volonté je suis certaine, de provoquer. À propos, ce sont des provocateurs, bêtes et méchants, ils disent. Donc effectivement, ils savent très bien que la majorité des... Je ne pourrais pas dire ça, peut-être la majorité des lecteurs, en tout cas plus de 50%, vont avoir une lecture première, rapide.
Alors, donc, quand... Attends, il y a quelqu'un au téléphone. On prend un appel et on revient. Allô? 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 Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, je suis le docteur Debien. Docteur Debien, merci. Docteur Debien, vous nous appelez un peu tôt, mais allez-y quand même. Présentez-nous et puis je vais le faire après. On va faire, allez-y. Oui, voilà, je suis le docteur Debien, je suis praticien hospitalier au CHU et vous m'aviez demandé d'intervenir là sur ce sujet un petit peu difficile et puis surtout complexe. Je crois que on voit justement dans les réactions ces derniers temps toute la complexité du ressentiment de chacun. C'est vraiment ça que je viens d'entendre là, la dernière intervention, qui parlait de différents degrés de lecture dans le dessin et qui effectivement il faut avoir un certain bagage ou en tous les cas certains repères pour pouvoir décrypter ces différents degrés de lecture et sortir du côté réactionnel, émotionnel par rapport à ces dessins. Et ça, je pense que c'est très important. Charlie Hebdo, comme d'autres caricaturistes, puisque là on parle beaucoup de Charlie Hebdo évidemment, étant donné l'actualité. Alors je ne sais pas s'ils avaient une volonté de provoquer, ou il faut s'entendre sur le terme provoquer. Si provoquer veut dire susciter une réaction chez l'autre, je pense que c'est la vocation justement de tous les caricaturistes, de susciter une réaction. C'est même la vocation de l'art en général, de susciter une réaction. Maintenant, cette réaction, elle doit être aussi mesurée. Je pense que les dessinateurs ou même les écrivains ont une responsabilité par rapport à ce qu'ils disent et à ce qu'ils peuvent faire passer. Et cette responsabilité, c'est le respect effectivement de l'autre et de la sensibilité de l'autre. Tout à fait. Alors vous, docteur, on n'a pas diffusé encore le film. Vous présentez-nous vous avez donné un film qu'on va diffuser, un hommage à Charlie Hebdo, et présentez-nous le Psy-Lab surtout. Alors, c'est pas un hommage à Charlie Hebdo parce que, en fait, nous faisons avec un de mes camarades qui est psychiatre en Guadeloupe, nous avons décidé justement d'essayer d'apporter ce socle culturel, ces repères dans une spécialité où les gens ont beaucoup d'a priori et peu de connaissances, c'est-à-dire la psychiatrie. La psychiatrie fait toujours peur, la psychiatrie intrigue, la psychiatrie trimballe beaucoup de fantasmes. Et donc on a voulu, par l'intermédiaire d'une chaîne YouTube, alors une chaîne sur Internet pour toucher les plus jeunes aussi, et essayer de donner à chacun, avec des mots simples, enfin les plus simples possibles, des explications sur les maladies mentales, sur les médicaments, sur des notions de psychologie, pour que justement chacun puisse décrypter non pas les caricatures, mais décrypter le langage médical qui est quelquefois pas toujours accessible. Cette chaîne s'appelle le Psy-Lab. Et nous avons voulu rendre un hommage, non pas à Charlie Hebdo, mais un hommage, partager notre émotion. C'est-à-dire que nous avons ressenti, comme beaucoup de gens, je crois, face à cet événement inimaginable, une énorme émotion, une énorme tristesse. Évidemment, du décès de toutes ces personnes, mais je ne parle pas que des journalistes de Charlie Hebdo, mais de tous ceux qui sont morts. Montrer qu'effectivement, nous aussi, psychiatres, nous pouvons être dans l'émotion, mais que c'est justement dans ce temps d'émotion où il faut éviter d'être dans la réaction, parce qu'on ne réagit pas avec sa tête dans ces moments-là, on réagit plutôt avec ses tripes, et on voit bien que certaines réactions immédiates ont été extrêmes et malheureuses. Donc on a fait effectivement un petit court-métrage pour partager cette émotion avec les autres. D'accord, merci. Daniel Boukman veut vous poser une question. Non, mais je voudrais donner mon avis sur ce que tu as lancé comme pour amorcer le débat, à savoir l'humour, etc. etc. Là, non, je dis que, premièrement, prenons un exemple très simple. Il faut que les gouvernements français, la France en général, arrêtent de se croire exportatrice des Lumières, de tout vouloir, la laïcité, etc. Je suis désolé. Les peuples ne sont pas au même niveau d'histoire. Il y a encore des peuples qui plongent, c'est vrai, dans ce qu'on pourrait appeler comme un Moyen-Âge, ce qu'a connu l'Europe. Il faudrait se demander pourquoi
il se trouve bloqué, ou qu'on y trouve dans ce peuple des gens qui peuvent bloquer l'évolution qu'a connue l'Europe. Il faut faire appel à l'histoire. Comment, par exemple, on peut demander aux peuples africains d'être cartésiens au point où on l'est en principe en Europe? Quand des caricaturistes comme Charlie Hebdo font cela, premièrement, c'est un acte narcissique. Ils prennent leurs pieds, comme ils disent, ils rigolent de faire des gaudrioles, etc. Mais en ce qui concerne justement, car les caricatures que tu as montrées, c'est pas celle-là qui a provoqué cette tragédie, que je condamne. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui se laissent envelopper par une propagande soi-disant religieuse, mais qui en définitive est la chose la plus monstrueuse d'un totalitarisme sous couvert de religion. Bon. Mais ces caricaturistes devaient à eux-mêmes se donner certaines limites. 1 milliard d'individus, d'hommes et de femmes, sont des musulmans. Parmi eux, il y a différentes sectes, etc. Mais la grande majorité, que l'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ils ont un dogme, ils ont un fondement qui est celui du respect de leur Dieu et de leur prophète. On n'a pas le droit de provoquer ces gens. Ça fait rire les Français, etc. Mais ça fait des blessures profondes au cœur des musulmans sincères. Il se trouve que 2 fous de Dieu ont été au bout de leur folie, ont utilisé la caricature comme cause ou comme prétexte, mais je dis que lorsqu'on est des gens de Charlie Hebdo et ailleurs, on doit se donner à soi-même de propres limites. D'autant plus qu'en France, il y a d'autres amuseurs, d'autres humoristes que l'on poursuit de la vindicte des tribunaux, hors des médias, etc. Donc, mens pas Charlie. I am not Charlie, no you so Charlie, mami Pali. Non, en arabe. En arabe? Oui. En arabe. Oui. Tu vas nous dire. En langue arabe, c'est merci. Mani Charlie. Mani Charlie, d'accord. Voilà. Bon, eh bien, voilà, docteur Debier. Daniel Boukman vous a répondu. Oui, mais globalement, on se rencontre sur pas mal de choses. Je parlais de respect. Voilà. Okay. Cette notion de respect, alors je ne sais pas si elle se confond avec une notion de nature, mais en tous les cas, la notion de respect et surtout, et je reprends ce que Boukman disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'importance, et vous le soulignez tout à fait, d'essayer de combler ces manques, ces retards par justement l'éducation et par l'apprentissage. Eh ben, merci beaucoup. On va voir tout de suite le film parce que ça sonne beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui veulent parler. Et on revient. Merci beaucoup. Et on se voit mercredi pour parler du suicide. Tout à fait, merci. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 7 janvier 2015, j'ai pas envie d'aller au lit. Je préfère prendre un stylo car ce soir, je suis Charlie. Well, they're gonna kill you if you stay here now. Come on, let's go. Well, sometimes they have to kill us. They have to kill us. Because they can't break our spirit. Il est des jours, des circonstances où l'on ne sait pas bien quoi dire. Où même les mots semblent voler en éclats autour de soi sans qu'on puisse même les reconnaître, encore moins les apprivoiser. Alors on tourne en rond, empesé par ces émotions qui nous prennent les tripes et qui court-circuitent nos neurones. J'attaque certaines personnes, j'accepte d'être attaqué, mais ce qu'on peut pas accepter avec tous mes copains de Charlie et du Canard, c'est d'avoir des fatwas de temps en temps pour un dessin, être condamné comme Charles qui est condamné à mort. Et pourtant les mots ça nous connaît, c'est même le cœur de notre métier. D'ordinaire, ils s'offrent à nous sans réticence, ils nous transmettent leur super pouvoir d'apaisement, de bienveillance, d'empathie et de guérison parfois. D'ordinaire, ils sont juste là, pour nous permettre de mieux nous effacer et de se mettre au service de l'autre, de sa souffrance, de ses maux. Seulement voilà, aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. Mais je sais que j'appartiens à un mouvement de pensée qui est important, qui est celui des hommes de cette époque et des gens qui justement ne croient pas en grand-chose, ni en Dieu, ni en diable, ni au parti, ni...
et qui se font leur propre jugement, qui regardent les choses et qui essayent de réfléchir et de trouver eux-mêmes les réponses, pas des réponses toutes faites. En principe, cette chronique aurait dû vous être destinée à vous, nos abonnés, pour vous remercier d'être toujours plus nombreux. Plus de 5000 maintenant. 5000 à partager nos délires, à donner cher à notre chaîne. Seulement voilà, cette chronique ne peut pas être ordinaire. Ce qui serait irresponsable pour nous, c'est de céder à la censure extrémiste. Pour nous, ça c'est irresponsable. Prendre au sérieux des extrémistes, ça pour nous c'est irresponsable. Penser que 3 extrémistes peuvent bouleverser le monde, c'est irresponsable. Alors on a juste voulu apporter notre pierre, être à vos côtés, aux côtés de ceux qui, depuis quelques jours, se sont levés face à l'horreur. Il n'y aura donc pas de saut dans la piscine, pas d'action Freud, pas d'écran vert. Il n'y aura même pas nos visages, car nous avons décidé de nous effacer derrière les dessins et les mots des autres. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Merci à vous. Et n'oubliez pas que rire est souvent la meilleure manière d'affronter la réalité. Si seulement ce drame abject pouvait nous faire grandir, puissions-nous nous réunir pour croire ensemble à l'embellie. Quoi qu'il advienne, j'ai un stylo, car ce soir je suis Charlie. Voilà, donc merci Absilab. Hein, non, j'applaudis pas. Ah bon? Oui, enfin on peut applaudir ou pas applaudir, mais Attends, on prend l'appel. D'accord. On prend l'appel. Je suis désolée, je sais que vous attendez depuis longtemps. Ne vous inquiétez pas, on me fait. Je sais que vous attendez, on me fait. Mes collègues me disent que vos appels sont là et nombreux. À vous, on vous écoute. Vous nous appelez d'où? Bonjour. Bonjour. C'est Raymond. Bonjour Raymond, vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Fort-de-France, les hauteurs, Ravine-Vilaine. D'accord, merci. Votre question? C'est pas une Ou question, votre échange? Je soutenais Daniel. D'accord. Il dit qu'il n'est pas Charlie, que c'est Daniel. Il n'a pas caricaturé 1 milliard d'individus, provoquer la haine, c'est très bien. Je pense que cette forme de mépris vendu est absurde. Donc il y a le résultat. Moi j'ai vécu à Toulouse jusqu'à maintenant. J'ai vécu l'affaire Mera. Il y a toute une population de jeunes qui vient du Maghreb, qui sont encore dans les cités depuis 3 générations. La France s'en occupe pas. Il y a aussi le fond profond de ces affaires, c'est la guerre, l'armement, le premier marché mondial. Tout à fait. Ces jeunes sont manipulés. C'est comme autant des papes qui disaient qu'ils venaient au nom de Dieu porter la croix dans ce qui est devenu ces colonies. Donc toutes ces atrocités, il faut voir le fond, et je suis Raymond, je ne suis pas Charlie. D'accord. Eh bien, merci. Tout un chacun doit donner une forme de tolérance, et je pense que la caricature pour certains peuples qui ont été muselés, c'est les mépriser encore. D'accord. Et donc ça arrange certains gouvernements qui aient ces caricatures et ces différentes formes de promotion pour la guerre et pour la haine. Merci. Merci Raymond. On prend un autre appel? Allô? Allô? Allô, oui. Oui, bonjour. Vous nous appelez d'où? Allô, oui. Oui, bonjour monsieur. Vous nous appelez d'où? Oui. Je vous appelle
de la Martinique, du marin. Oui. Du marin. Allez-y, on vous écoute. Ok, d'accord. Bon, je sais pas. Allô. On vous écoute, monsieur. Bon, on l'a perdu. Qui c'est qui Ghislaine? Vous m'entendez là, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok, en fait, j'appelle c'est pour donner mon avis, tu vois, sur ce qui s'est passé. Oui, allez-y, rapidement. Ok, d'accord. En fait, bon, moi, je dis que les caricatures qui sont faites en France, c'est pas dans le but d'éclairer, mais c'est pour juste de vous blesser, tu vois. De nous blesser. Vous dites que c'est blessant. Oui, c'est blessant. Ça veut dire que, parce que d'accord, on est libre de dire ce qu'on veut, mais tout n'est pas bon à dire non plus, et tout n'est pas bon non plus à définir. Toute bagaille pas bon pour dire, c'est quoi la phrase de créole? Toute bagaille pas bon pour dire, ou c'est quoi, Daniel? Comment on dit ça? On dit... toute parole pas bon. Toute parole pas bon pour dire. Boire tout, manger tout, pas dire tout. D'accord, merci. Je prends un autre appel. Je vous remercie, monsieur. Toute parole pas bon pour dire. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, vous nous appelez d'où? Oui, bonjour, je vous appelle de Trinité. Oui. Bon, je suis d'accord avec une partie de ce que Daniel Boukman a dit. Oui. Dans la mesure où je ne suis pas Charlie, je ne serai jamais Charlie. Effectivement, je condamne ces criminels. Effectivement, j'aurais fait la minute de silence pour les personnes qui ont été abattues dans le supermarché, mais je ne l'aurais jamais fait pour les gens de Charlie. Parce que le monde musulman a déposé 22 plaintes contre Charlie Hebdo. Ils ont toujours été déboutés. Jean Sarkozy s'est marié avec la fille de M. Darty, qui était juive, et on lui a dit que Charlie Hebdo a fait une caricature en disant que toutes les portes juives lui sont ouvertes. Il a déposé plainte et Charlie Hebdo a été condamné. Alors, les 2 poids 3 mesures, je n'en veux pas. Ça, c'est une première chose. Donc, vous n'êtes pas Charlie. Vous n'êtes pas Charlie. Attendez, prenez le journal que vous avez, parce que Boukman a dit que le journal... Prenez le journal, regardez les deux yeux de lunettes et regardez le nez, et puis mettez le journal tête en bas. Mettez la photo du journal tête en bas, regardez ce que ça représente. Vous verrez comment ils ont de nouveau insulté le prophète sur la peau de ce journal-là. Je l'ai montré. Prends le journal, mets le tête en bas, et dis-moi qu'est-ce que ça représente. D'accord. Merci beaucoup. Regarde bien. J'ai mis, merci. Merci beaucoup, Raymond. On va aller... Attends, je vais t'en tenir. Parce que je n'avais pas vu que le temps file. On va prendre le micro-trottoir. On a des gens qui ont donné leur avis. Et après, tu reviens, c'est à toi, Ghislaine. Et après, on va lire... On va nous dire qui n'est pas Charlie parmi nous. Hey. I'm right in the front, you dig? Hey, when I give these keys, homeboy, don't move my car, man. Oh, baby, what's your name? Bonjour, selon vous, la liberté d'expression, c'est quoi? Bonjour tout le monde. Écoutez, nous sommes en démocratie. Donc je pense que la liberté d'expression, c'est le fait de pouvoir exprimer ce à quoi on pense librement, justement, sans avoir peur, en tout cas des retombées. Ce serait plutôt meilleur de dire ça comme ça. Voilà, dire ce qu'on pense, ce qu'on a envie de dire, des sujets à aborder en fait sans retenue, voilà. Et selon vous, est-ce qu'on peut rire de tout? Oui, j'aimerais dire oui. On peut rire de tout parce qu'il vaut mieux rire que pleurer. Alors pour moi, la liberté d'expression, c'est pouvoir s'exprimer partout dans le monde ce qu'on pense, dire ce qu'on pense, ce qu'on souhaite, ce qu'on aurait voulu, peut à la limite être utopiste, mais pouvoir dire librement ce qu'on pense, et voilà, simplement. Peut-on rire de tout aujourd'hui? Alors, on a du mal à... On peut se dire rire de tout, mais on a du mal aussi à se moquer des autres, parce que au jour d'aujourd'hui, les gens sont très sensibles, ils peuvent être frustrés, ils peuvent, à travers une frustration, être agressifs. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit, et voilà. Donc on ne peut pas rire non plus de tout.
C'est déjà de pouvoir dire ce qu'on pense librement, sans s'attendre forcément à des attaques ou autres. Ouais, déjà c'est dire ce qu'on pense ouvertement, sans tabou forcément. Et selon vous, peut-on rire de tout? Oui, je pense. Avec peut-être un peu de retenue, mais je pense qu'on peut rire de tout, mais avec respect en tout cas. C'est ce que je pense. Alors la liberté d'expression, c'est effectivement une grande question. Alors s'il s'agit de la liberté d'expression dans le groupe, dans la société, je crois qu'on ne peut pas tout dire, dans la mesure où ce qu'on dit peut gêner les autres. Par contre, quand on parle de liberté d'expression et qu'on y associe l'idée de vérité, à mon avis, la liberté d'expression prend tout son sens parce qu'il s'agit effectivement de dire la vérité quand il faut la dire, même si ça dérange. Hein. Mais de manière plus générale, moi je suis plutôt partenaire du principe selon lequel la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Ok, deuxième question, est-ce qu'on peut rire de tout? Alors est-ce qu'on peut rire de tout? À mon avis, ça dépend dans quelle mesure. Évidemment, sur le principe, l'humour voudrait rire de tout. On peut rire, on peut se moquer d'eux ou s'amuser d'eux. On peut trouver, oui, des raisons, ma foi, à rire de la souffrance, de la joie, de la tristesse, des handicaps. Bon, je pense que ça ne fait pas forcément rire ceux qui sont intéressés, mais même avoir de l'humour, c'est effectivement être capable peut-être de rire de tout. Mais à mon avis, c'est le même principe. La liberté du rire s'arrête aussi pour l'un là où celle de l'autre commence. C'est-à-dire que si je me moque de quelque chose, si je ris de quelque chose, si en faisant de l'humour, je blesse un groupe de personnes, une personne, une catégorie de personnes, à mon avis, c'est à moi de me satisfaire à un certain moment et de ne pas passer au-delà, parce qu'à partir du moment où on s'amuse trop de l'autre, on en vient à le provoquer. Et à mon avis, c'est ce que l'actualité récente nous manifeste. C'est-à-dire que quand on se moque encore et encore, alors que parallèlement à ça, ça blesse l'autre, je vois que la réaction de l'autre à un moment, d'une certaine façon, s'avère légitime. Il faut bien qu'il se protège contre cet humour qui l'invalide, qui le critique, voilà. Mais à mon avis, c'est le même principe. La liberté du rire s'arrête pour l'un là où celle de l'autre commence. Merci. C'est Rodolphe Etienne. Donc, on est en direct, donc... Ghislaine, maître Guy, Ghislaine Guy, alors tu voulais... Oui, on parlait de dire je suis Charlie ou pas Charlie, chacun exprime effectivement sa position. Il serait peut-être aussi possible de voir les choses différemment en ce sens où il y a eu ce mouvement je suis Charlie. C'est pas, je pense que la majorité des personnes qui ont défilé ne lisent pas Charlie Hebdo. Ils ne sont pas non plus obligatoirement pour la caricature, mais c'était le positionnement face à ces actes de terrorisme. Le principe n'était pas de savoir si je suis pour Charlie Hebdo et je défends les caricatures et le journal Charlie Hebdo. Non. Beaucoup de gens, je pense, étaient présents simplement et ont repris le slogan je suis Charlie parce que c'était celui-ci qui a été présenté. Les réseaux sociaux, voilà, c'est comme ça que ça a en disant je suis Charlie, c'était une façon de dire je dénonce aussi, il faut peut-être aussi analyser cette possibilité, je dénonce les actes de terrorisme, je dénonce cette tuerie, parce que je pense qu'on ne peut que la dénoncer. Bien on sûr. ne peut pas au nom de dessins, de caricatures, tuer des personnes qui, non seulement aussi, qui n'étaient pas dessinateurs, mais qui étaient assistants ou etc., autres du personnel. Donc je pense qu'il faut aussi aller un peu plus loin et ne pas se limiter simplement au texte « Je suis Charlie, je ne suis pas Charlie ». Alors, donc, on revient au problème du second degré, c'est-à-dire qu'on revient à l'histoire du second degré. Ceux qui ont bêlé comme des moutons. Il y a toujours une masse je suis Charlie. C'est-à-dire, les gens prient, ils se sont
s'associer, parce que c'est vrai qu'il y avait un mouvement, une émotion. C'était une occasion de se rassembler. De solidarité. On est dans un contexte difficile, économique, fragile, de peur, de sinistrose, de peur économique. C'est quand même aussi, comme on dit, exacerbé par les médias. Et c'est vrai que c'était aussi une unité sociale, une unité française, un sentiment d'unité nationale face aux terroristes. C'est pas obligatoirement toutes ces personnes qui ont défilé, toutes ces personnes qui disent sur les réseaux sociaux « je suis Charlie », c'est pas obligatoirement simplement se limiter « je suis pour le journal Charlie Hebdo, pour les caricatures ». Alors, donc on a quelqu'un qui n'est pas Charlie. Attendez, entendons-nous cette histoire. Si je rentre dans cette histoire, je ne suis pas Charlie, c'est parce que j'entends dans mon propre pays des gens comme des moutons dire je suis Charlie. Donc je tiens à me démarquer d'eux et je dis à ce moment je ne suis pas Charlie. Et c'est tout. À nous lire, je suis pas Charlie. C'est tout. Non, c'est peut-être pas. Mais si, il est très beau le texte. Est-ce que tu peux le lire? Il est très beau. Est-ce que tu peux me le lire? C'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas se limiter au texte. Je suis Charlie. Il faut approfondir. Alors, Daniel, je vais le lire. Ah, super, merci. M'en passe, il y a du créole. Tu aurais aimé que ça. Il y a du créole. Ah oui, il aurait aimé que ça soit Daniel qui le lise. Bon, tu aurais aimé que ça soit Daniel. Attendez, il faut que les choses soient claires. Je ne suis pas musulman. Je ne veux pas l'être. Je crois en Dieu, je ne crois pas au bon Dieu. Je condamne ces assassinats. Mais j'essaie de savoir comment des jeunes qui ont vécu en France en arrivent à ces extrémités. Ils ont une histoire qu'il faudrait interroger. Et ils sont nombreux dans ce cas. Mais je n'approuve pas, bien entendu, qu'ils soient devenus la proie de salopards qui assassinent, qui décapitent, etc. C'est clair. Mais je suis heurté lorsque je vois des gens qui manquent de respect pour l'autre. C'est manquer du respect, c'est blesser des gens qui y croient. Est-ce qu'ils ont raison de croire qu'il ne faut pas toucher à leur prophète? Je n'entre pas dans, je constate. Et je dis que de Paris, un petit groupe qui prend son pied à faire des trucs n'a pas à le faire. D'autant plus qu'ils l'ont fait une première fois. Et ils le recommencent aujourd'hui. D'ailleurs, les dégâts que ça fait en Afrique, dans les pays arabes, on ne parle pas de l'Indonésie, qui est le pays en quantité le plus musulman. Les dégâts collatéraux, c'est être irresponsable que de faire cela. Et quand je dis je ne suis pas Charlie, c'est pas pour prendre opposition par rapport aux autres. Mais je veux me démarquer. Alors Daniel veut se démarquer. Je veux juste répondre rapidement. Quand effectivement, pour le téléspectateur ou toute personne auditeur entend je suis Charlie, la personne n'entend pas de cette façon. Alors c'est comme le mouton qui dit pour la personne je suis Charlie, ça veut dire que j'adore. Le drame de la PMA, ils ont c'est l'occasion, d'ailleurs, par rapport à ce que tu dis, c'est l'occasion de se poser des questions, justement, de savoir pourquoi on en est arrivé là. Ça, c'est après. Vas-y, eh bien, Daniel, alors lis-nous. Ment pas Charlie. Mercredi 7 janvier 2015, deux illuminés dont le fanatisme se nourrissait d'une idéologie qui empoisonne et le cœur et l'esprit ont froidement assassiné les meilleurs de l'équipe du journal Charlie Hebdo. À travers la France et même au-delà, ce crime souleva des vagues d'émotions. Un slogan, « Je suis Charlie », devint le signe de compassion affiché. Ma raison réfute les divagations de ces gourous qui, par le fer et par le feu, rêvent le rêve insensé de soumettre le monde à un ordre divin totalitaire dont ils s'autoproclament les dépositaires. Je refuse de hurler avec les loups. Politiques, pseudo-philosophes, écrivains renommés, journalistes, chroniqueurs et autres islamophobes qui hurlent à la mort et dont les hurlements suscitent déjà écho populaire en France et demain, qui sait, sous nos cieux tropicaux. Cependant, ne voulant pas bêler avec les moutons, qu'ils soient d'ici ou qu'ils soient d'ailleurs, je revendique le droit de déclarer « Je ne suis pas Charlie ». La liberté d'expression et de conscience est une conquête à préserver. Mais quand la direction de Charlie Hebdo décide de publier ces caricatures qui seront la cause, voire le prétexte de cette action criminelle, je n'applaudis pas. Et je comprends qu'une pareille initiative soit ressentie par les musulmans comme une profanation.
profanation que les tribunaux français n'ont pas jugé comme telle, mais qui a dû blesser une blessure profonde au fond du cœur des adeptes d'une religion vécue par des millions et des millions d'hommes et de femmes, et ce qui fut occasion de gaudriole pour les uns, a armé le bras vengeur de ces deux fous de Dieu, de leur Dieu. Je ne suis pas, du verbe suivre, je ne suis pas Charlie, parce que militant culturel d'un pays, la Martinique, dont un pernicieux système néocolonial à petit feu détruit les valeurs existentielles, je réfute de Charlie Hebdo le parti pris libertaire, ne serait-ce parce que notre jeunesse, entre autres, a besoin de repères jalonnant le chemin de son existence. Plus tard viendra peut-être le temps de la dérision sans borne. Voilà ce que je voulais dire. Et c'est clair, je n'applaudis pas ces assassins. Cependant, je ne hurle pas avec les loups et je ne bêle pas avec les moutons. D'accord. Il y a un téléspectateur. Bonjour. Allô? Allô, c'est moi? Oui, vous nous appelez d'où? J'appelle de Chelsea. D'accord. Bon, je vais vous dire, moi, ça m'a touché, comment on appelle encore, les dessins. J'applaudis pas ces dessins, je n'applaudis pas ces crimes non plus. Mais je vous pose une question, vous qui êtes à la télé. Si je prends un rabbin, je prends le pape, je prends le musulman, je mets une bombe sous la tête de chaque ces personnes-là jusqu'à des gens en prison. Ah d'accord, vous dites que si on dit ok, on devient caricaturiste, on fait des dessins, puis on met une bombe sur la tête du pape, sur la tête du rabbin, sur la tête, eh ben, que ça... Du pape, ou bien ça a été fait. Comme qu'on a fait, ouais. Est-ce que je ne serais pas en prison? Mais maître, je vous réponds que ça a été fait par Charlie Hebdo. Une caricature, oui. Il a fait, regardez, le pape moderne. Avec le pape, une bombe, oui, mais attendez. Est-ce qu'ils ont fait son juif? Est-ce qu'ils ont fait avec beaucoup de... Si Mahomet revenait... Plus de... Voilà. Mais ils n'ont pas mis une bombe. Oui, 75% de taxes sur les pubs de luxe, c'est qui? Le complot. En fin de compte, ils s'en sont pris à tout le monde, c'est ça que... oui, mais pas avec la même... Le nouveau gouvernement. Oui, mais pas avec la même intensité. Il y en a certains que l'on ménage beaucoup plus d'autres. Bon, on continue, on avance. Alors, il y a quelques... Oui, merci monsieur pour votre appel. Il y a quelqu'un d'autre au téléphone? Allô? Allô, oui, bonjour. Oui, une dame. Bonjour, vous nous appelez d'où? Voilà, moi je... Vous nous appelez d'où? Pardon? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle du François. Merci. Oui, je voulais vous dire que je me sens Charlie par rapport à cette liberté d'expression qui est un droit que nous avons chèrement acquis, qui est encadré par la législation. Et aujourd'hui, je trouve inadmissible que l'on puisse mourir. Mais tout le monde l'a dit. Tout le monde l'a dit. Tout le monde trouve inadmissible. Et oui, je continue sinon. D'accord. Je voudrais continuer rapidement. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, rapidement, parce que on ne doit pas mourir parce qu'on a fait un dessin, parce qu'on exprime une parole, parce qu'on exprime un regard aussi. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des tas de jeunes qui meurent, on peut se faire tuer par un... Mais on l'a dit, madame, on l'a dit ça. Dites-moi, vous voulez rajouter quoi de ce qui n'a pas encore été dit? Je veux rajouter que Charlie est un hebdomadaire comme le Canard enchaîné et qu'on a un droit, c'est de ne pas l'acheter. On l'achète si on est d'accord, si il nous semble bien, et on a le droit de ne pas l'acheter également. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Merci. Non, je voudrais juste dire que là aussi, il faut avoir une analyse réaliste de la réalité. Il y a des peuples qui ont une sensibilité à fleur de peau. Imaginons que demain, Charlie Hebdo ou un autre fasse une caricature sur Lumina Sophie, que l'on monte dans des poses plus ou moins extravagantes, etc. Nous comprenons, j'accepte. Je dis rien, je dis la liberté d'expression, etc. Non, mais ils savent, ils ont dit, Charlie, ils ont dit, tout le monde n'était pas d'accord dans
ils savaient bien qu'ils blessaient. Tout le monde ne riait pas au sein de la rédaction. Tout à fait. Regarde, ils ont montré, voici les cette trucs réaction. de cette il y réaction. avait des divergences. Oui. Il y avait des collaborateurs qui estimaient que Charlie Hebdo allait beaucoup trop loin dans sa satire, dans sa provocation, que certains il dit le Coran, c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles. Était même constitué une humiliation à nos respects. Nous sommes d'accord. Le problème pour moi est de savoir aujourd'hui, à partir des textes et de la liberté de la presse, quelles sont les conséquences. La liberté de la presse a effectivement le principe de la liberté de la presse. On entend le principe, certes, mais le principe a des sanctions aussi. Ces sanctions, on en parlait tout à l'heure, il y a des sanctions, il y a un encadrement. Maintenant, que faisons-nous avec cet encadrement? Réussir sans le bac, il suffit d'avoir un bon copain. Qu'est-ce que fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut effectivement appliquer au cas par cas? Est-ce qu'il faut avoir une application stricte de la loi? On tombe là dans une analyse particulière d'éthique, de cas d'espèce. C'est là où, effectivement, je dis qu'il faut, à partir de cet événement, qui s'inscrit dans un contexte particulier de terrorisme, il faut quand même aussi le dire. Chaque période, Charlie, comme on en discutait, il y a eu moult condamnations, moult plaintes, pardon. Oui, plaintes. en 2014, voilà, beaucoup de plaintes. depuis, ils ont eu 50 plus procès. Voilà, 50. Maintenant, effectivement, les décisions ont été prises dans un contexte, à des périodes différentes. Aujourd'hui, on est on est dans une vague de terrorisme qui fait qu'effectivement, les choses vont peut-être changer. Le juge va statuer différemment. Il y aura des décisions qui sont prises en fonction d'un environnement, d'un contexte. C'est pour ça, effectivement, puisqu'on devait en parler de Dieudonné, c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, Dieudonné a déjà été mis en garde à vue pour avoir dit quoi? L'apologie. Pour avoir dit je suis Charlie. Non, il a dit. C'est la qualification, c'est pour ça qu'il a été mis. Non, le texte, c'est je suis Charlie Koulibaly. Non, il a dit je me sens Charlie Koulibaly. Il y a une différence entre je suis et ici il y a une différence à dire je me sens. Il y a un ressenti. Oui. On lui demande. Non, mais vous écoutez, je dis qu'effectivement, aujourd'hui, les propos de Dieudonné, compte tenu du contexte de cette cette insécurité, de ce terrorisme, va prendre une ampleur et avoir des conséquences autres que si effectivement on est dans une période qui n'est pas de crise financière, où tout va bien. Et puis c'est la particularité des réseaux sociaux aussi qui entraînent des gens et puis qui... Oui, mais attendez. Alors, on va mettre une petite pause, un peu de lecture, Daniel. Laisse-moi lire Nicole, un peu de lecture pour... Alors, je n'ai pas... Attends, tu me choisis le texte qui... Non, parce qu'ils sont plus ou moins longs et plus court. Ah, mais de toute façon, c'est pas tout le texte qu'il faut lire. Voilà, c'est un extrait. C'est un extrait, hein, Daniel. Non, mais peut-être qu'il y en a qui sont... Tu étais à la page 12, vas-y. Voilà. Et puis après, Nicole on va prendre notre appel tout à l'heure, après la Alors, lecture. je suppose que ça parle de Haïti, puisque quelques mois plus tôt... Vas-y. L'interprétation, voilà. Quelques mois plus tôt, un séisme avait secoué leurs deux pays, aussi inattendu et violent qu'un tsunami. Un séisme social de haute magnitude, surprenant jusqu'aux propres centrales syndicales qui avaient appelé à la grève. Pendant près de 6 semaines, les rues de Martinique furent rouges, marée humaine, fière et décidée, et pas pour carnaval, pas pour élélé, pas vidé de Mardi Gras, non pas. Mais rouge révolte, mais rouge colère contre la vie chère, la baisse du pouvoir d'achat, les inégalités sociales par trop flagrantes, la profitation. La dénonciation de la situation de quasi-apartheid que vivait le pays depuis des siècles, une poignée de descendants de colons blancs, les béquets, détenant les rênes de l'économie et évitant soigneusement de se mêler au reste de la population noire et mulâtre. Et puis, par-delà la douloureuse question raciale, jusque-là drapée dans ses oripeaux de pudeur et de paix sociale, d'autres questions, tout aussi dérangeantes, se faisaient jour à mesure de l'avancée du mouvement. Car l'incontournable problématique de la couleur de peau ne pouvait être l'unique clé pour appréhender ce qui se jouait sur ces terres magmatiques.
les patrons exploiteurs n'étaient pas tous béqués. Ici, ils pouvaient être chinois, français de France ou nègres. Les frontières du profit, tout azimut, dépassant celles de la race. Voilà. C'est bien lu? C'est très bien lu. C'est bien, non, mais c'est effectivement... Ah, donc vraiment, tu abordes ce moment historique, je ne sais pas, ce moment particulier de notre histoire, le février 2009. Tu voulais dire, Nicole, rebondir, non, je suis Charlie. Elle n'a pas beaucoup parlé. Elle a dit qu'elle voulait rebondir, je suis Charlie, je ne suis pas Charlie. Je suis restée jusqu'à aujourd'hui silencieuse. La première fois où je vais parler de ça, c'est vraiment maintenant merci à cause de toi. Merci du scoop. Je te fais sortir des choses. Je suis volontairement restée silencieuse et ce qu'a dit le professeur Devien tout à l'heure a fait écho dans le sens où effectivement, il faut laisser passer le temps de l'émotion. Je pense que face à une catastrophe, qu'elle soit privée ou publique, il y a des temps à respecter. Il y a le temps de l'émotion. Je veux dire que tout de suite après, ou même pas tout de suite après, pendant que, parce qu'on avait vécu les choses un peu en direct, forcément, on est des humains et puis on se dit mais quelle horreur, est-ce qu'on est vraiment en train de vivre ça? Est-ce que c'est pas un film? Est-ce que c'est un cauchemar? C'est comme les tours. Voilà. C'est évident. Et je crois qu'il était nécessaire de respecter ce temps-là, dans le sens où c'est le temps humain de la sidération, de l'horreur, de la douleur. Et donc je pense que ça n'était pas le moment, juste là. Je n'ai jamais mis en photo de profil Facebook « Je suis Charlie ». Je n'ai jamais éprouvé le besoin d'affirmer « Je suis Charlie ». Mais je n'ai pas dit l'inverse non plus. Je n'ai pas dit « Je ne suis pas Charlie » parce que j'estime que je n'ai pas à me définir. Je n'ai pas à laisser les événements définir qui je suis. Je n'ai pas à me définir en réaction à ce qui se passe, en réaction à l'actualité. Je suis ce que je suis, puis c'est tout. Je n'ai pas à affirmer je ne suis pas Charlie, je suis Nicole Cage. Bon, je suis rien, je suis personne, je suis... Voilà. Donc, je veux dire que j'ai été un peu choquée parce que je veux dire qu'il y avait encore le sang tout chaud de ces gens-là et de lire des choses du genre bon, ils l'ont bien cherché ou la France récolte ce qu'elle a semé. Cette parole-là, il faut la dire, la France récolte ce qu'elle a semé. L'État français récolte ce qu'il a semé, le gouvernement français, pas les gens qui sont morts. Je veux dire que le temps de l'analyse, le temps de la critique, le temps du questionnement, il serait venu de toute façon, mais pas là tout de suite. C'est simplement une question de respect des temps humains. Des temps humains. Pour autant, je n'ai pas dit donc je suis Charlie, parce que comme je l'ai dit, j'ai pu rire jaune de certaines caricatures de Charlie Hebdo. Et je n'ai pas dit non plus je ne suis pas Charlie, parce que les réactions, Daniel dit que bon, c'était une bande de bénis oui, de suiveurs, etc. Non, bon, de moutons. De moutons, c'est pire. Je comprends que les gens aient pu éprouver le besoin de dire « je suis Charlie ». Je n'ai pas éprouvé ce besoin-là. Je ne voudrais pas non plus, aussi, ce que je veux dire, qu'on remplace le diktat du terrorisme, de l'intégrisme, par le diktat de la liberté d'expression. Je veux dire que ce matin... j'ai été choquée parce que j'ai lu sur le mur d'un de mes amis Facebook quels sont les cons qui n'ont pas encore acheté leur Charlie Hebdo. Et je me dis attends, voilà, au nom de cette liberté d'expression qu'on a sacralisée, qu'on a voilà, on utilise ça pour encore une fois marginaliser, blesser, etc. J'ai vu les pires choses. D'accord. Il y a quelqu'un au téléphone. Je suis désolée pour l'attente. Oui, allô? L'attente. L'attente, pas l'attenteur, l'attente. Depuis il y a un téléphone là qui attend nous. Allô? Allô? Oui, bonjour monsieur, vous nous appelez d'où? Du Marais. Oui, merci. Je veux dire une chose. Oui. Si l'humanité, on vivait plus de 150 ans et que le général de Gaulle était vivant et il était président de la République française,
je pense qu'il aurait censuré Charlie et de le mettre au placard. Voilà, merci. Merci. Vous avez raison, c'est ça que Maître Guy a dit, c'est en fonction du contexte. Que dans un contexte du général de Gaulle, on aurait eu une réaction et dans un contexte... Pas complètement. Hein. Je dis, il y a effectivement des périodes politiques, économiques qui font effectivement que les réactions, les mesures vont être plus restrictives que d'autres. Et j'avais fait mention on en a parlé en 70, où effectivement le ministère de l'Intérieur, sous le temps d'Harakiri, qui est devenu Charlie Hebdo, a demandé l'interdiction et la suppression de ce journal. C'était en 69. 70, voilà. À la mort, balle tragique, puisque on avait, Charlie Hebdo avait fait la corrélation avec la mort de Gaulle et les 164 morts dans la discothèque. Et balle tragique à Colombey. Et effectivement, là, le ministère de la Défense a réagi. C'est pour ça que je dis, effectivement, tout dépend des ministères, tout dépend des périodes. Là, nous sommes dans une période critique, exacerbée, extrêmement sensible, où nous sommes dans une période de terrorisme et de crise financière, etc., économique, de crise sociale, de crise culturelle. Donc, on prend une autre question. On se retrouve. On prend une autre question. On est dans une période de crise que l'émission va se terminer. Allô? On n'a même pas parlé de... Allô, oui, on vous écoute. C'est la dernière question que je prends. Allô? Il n'y en a plus. Vas-y. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô, j'appelle. Vous faites très très court, monsieur. Très court. C'est la dernière question. J'appelle pour dire mon point de vue sur la chose. Moi, je dis... Allô, vous m'écoutez? Oui, on vous écoute. Oui, moi, je dis que je suis entièrement d'accord avec le monsieur... Daniel Boukman. Voilà, Daniel Boukman, j'oublie son nom. Je suis entièrement d'accord avec lui, parce que moi, à mon niveau, je ne suis ni Charlie, ni terroriste, machin, libali et consorts. Je ne suis pas pour ça du tout, parce que premièrement, la vie d'un homme a une valeur, une très grande valeur. Et deuxièmement, le fait de se moquer de personnes sensibles. Parce que la liberté, on parle de liberté d'expression, oui, mais je pense que la liberté d'expression a ses limites quand on sait qu'on a affaire à des fous. Ah ben oui, mais tous les musulmans ne sont pas fous, monsieur. Excusez-moi, juste une minute, pour une quelconque 2 secondes. Pour une quelconque liberté d'expression, vous vous rendez compte le nombre de morts qu'il y a? Eh ben oui, mais de toutes les façons, monsieur, merci, c'est le dernier appel, merci. Mais il faut savoir que le Coran, le livre sacré de l'islam, n'interdit pas la représentation du prophète. Attends, où est-ce que tu as pris ça? Ah ben, tu peux le prendre. Il n'y a pas de texte coranique explicite qui parle de représentation du prophète. Mais ça dépend, il y a différentes interprétations. Je suis désolé. Eh ben, on va faire venir un imam la prochaine fois. Et différentes interprétations. Mais tu voulais dire, tu as dit qu'on n'a pas dit quoi? Je disais, on parle de liberté d'expression à tout vent en disant au nom de la liberté, on ne peut pas tout dire. Mais bien sûr, c'est vrai, effectivement, il faut rappeler quand même une codification. Il faut rappeler qu'il y a un encadrement de la liberté d'expression par la loi sur la presse, par le délit de presse, par la diffamation, les injures, la provocation, etc. Il y a un ensemble d'outils législatifs répressifs qui existent. Donc c'est vrai que si on ne parle pas de ces outils, de ces instruments, on a l'impression qu'on peut tout dire. Non, c'est pas vrai. Il existe des lois. Il existe des lois qui doivent être appliquées et qui sont appliquées. Maintenant, effectivement, on constate que, en fonction, on parle de Charlie Hebdo, on constate qu'effectivement que dans ce domaine de la liberté de la presse et du délit de presse, etc., c'est vrai que c'est une étude, une jurisprudence qui est donnée surtout cas par cas. D'accord. Ce sera le mot de la fin. Daniel, le mot de la fin. Non, mais attends, le mot de la fin. Regarde ta montre, c'est le mot de la fin. Le mot de la fin, simplement pour dire que j'ai écrit ce texte le 12 janvier. Les événements ont lieu le 7 janvier. Ce qui m'a heurté, qui m'a énervé, c'est de voir qu'une bande de moutons devant la bibliothèque Schœlcher ont chanté la Marseillaise, etc. Et je suis Charlie, voilà. D'accord. On est dans le principe de la liberté d'expression. Le mot de la fin, humour, est tellement proche de amour. Une seule lettre sépare un seul son. Différent si c'est 2 mots et ça serait... Ah, tu peux applaudir, Daniel, quand même. Non, je n'applaudis pas, je suis pas d'accord. Humour, amour, c'est bon. Non, je veux dire que voilà, l'humour peut devenir une arme au service de l'amour, tout simplement. Et c'est le rêve. On peut faire l'amour avec humour. On peut faire l'amour avec humour. On peut tout faire avec humour et amour, les deux. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Merci à vous, mes invités. Merci à mes collègues qui m'ont aidé à réaliser cette émission. Merci à Manuela et tous ceux qui ont participé. Merci. Et puis on se retrouve. L'émission est rediffusée vendredi à 9h.
Donc, si vous voulez la revoir, vous la verrez vendredi à 9h. Elle sera en ligne aussi. Et moi, je vous dis rendez-vous mercredi matin à 9h. On va parler de suicide avec le docteur Debien. Comment on arrive à... Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on protège? Parce qu'on est un pays où on se suicide quand même beaucoup en Martinique. On n'est pas loin de l'affaire dont on parle, hein, le suicide. Oui, c'est une sorte, justement, c'est un suicide. Oui, tout à fait. Oui, bien évidemment. Merci, merci à vous. Et puis, à bientôt, à mercredi matin. Au revoir. Merci. Yeah. Yeah, yeah. Ooh, Madidida, oi, oi, oi. Pays la joie, oi, oi, oi. Écoute ça, oi, oi, oi. Ladies in action, on Kaila. Yeah.